Ce qui donne aussi à votre livre sa valeur, son importance, je dirais, dans la longue durée, c'est que vous montrez bien que à travers les écrits de votre Flodoard, c'est une image de l'évêque, une image de l'épiscopat, une image de l'Église qui a duré longtemps. Alors c'est ce que j'appelais la fascination en commençant. En effet, Flodoard, voilà donc un personnage qui écrit entre 948 et 952 une histoire de l'église de Reims. Ce personnage, j'allais dire, c'est notre collègue d'il y a 1000 ans. Et lui-même écrit l'histoire d'une église qui a 1000 ans à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans entre lui et nous, il y avait 1000 ans entre lui et les origines de l'église dont il a écrit l'histoire. Et donc cette fascination des deux millénaires est un petit peu ce qui est ma séduction tout au long de ce livre. Oui, et en même temps, je crois que vous faites ressortir auprès des éditeurs combien la chronologie n'est pas une chronologie égale. Parce que s'il y a un millénaire avant, un millénaire après, pour nous, le second millénaire, celui qui arrive jusqu'à nous, est beaucoup plus riche, beaucoup plus long que le premier qui est beaucoup plus lacunaire et qui nous paraît ou beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lent, ça dépend de quel point de vue on se place. Alain Bourreau. Oui, je voulais signaler un intérêt essentiel de ce livre. On vient de voir quelle était l'importance de l'épiscopat de Reims, mais il faut préciser pour l'auditeur que c'est un livre sur Flodoard. Et alors, moi j'étais très sensible à la réhabilitation de Flodoard. Non pas qu'il ait besoin d'être sauvé, puisque il a le bonheur et le malheur pour les historiens d'être la source unique de toutes sortes d'événements importants, du côté de la monarchie notamment, mais jusqu'à présent, enfin jusqu'à Michel Saut, j'ai l'impression qu'on a surtout utilisé Flodoard comme une carrière, comme un ensemble de données, et que Michel Saut reconstruit à partir de cette carrière, de ces pierres, un édifice qui est propre à un personnage et propre aussi peut-être, est ce que nous verrons, à une église, à une conception globale de l'église. Michel Rouche. Une conception qui est essentiellement théologique, à savoir le sens de l'histoire, un sens linéaire depuis les origines chrétiennes jusqu'à son époque, et en même temps la construction d'une église privilégiée. Il y a toute une conception théologique et liturgique derrière l'œuvre de Flodoard. C'est ça aussi qui est très intéressant. J'ajouterais tout de même que mon questionnement est sur l'église et sur la façon dont on écrit l'histoire de l'Église, ce à quoi faisait allusion Alain Bourreau tout de suite, ce questionnement est un questionnement qui est lié à la situation dans laquelle nous sommes dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que, je dirais, c'est un questionnement post-Vatican II. Le Concile de Vatican II a réattiré notre attention sur le fait que l'Église était le peuple de Dieu, que l'Église n'était pas seulement le clergé. Et j'ai un peu l'impression qu'avec le Concile de Vatican II, on est sorti de la perspective grégorienne qui s'est imposée pendant, en gros, un millénaire. Et donc, une de mes interrogations sur l'épiscopat d'avant la réforme grégorienne est liée à cette situation nouvelle de l'Église catholique dans la seconde moitié du XXe siècle. Bon, alors les bases de votre étude, comme vous le dites, c'est d'abord un lieu, ensuite un homme, et puis, j'allais dire, selon notre vocabulaire, un centre culturel. Vous parlez de l'équipement culturel de Reims. Oui. Alors, pour commencer, le lieu. Alors, le lieu, c'est donc Reims, cité prestigieuse, cité à laquelle je suis venu non pas par attachement personnel, mais parce que Flodoard est de Reims, et que Flodoard a écrit cette extraordinaire histoire au milieu du Xe siècle. Je suis parti de la question globale que j'évoquais en commençant, et je me suis intéressé à Reims à cause de la présence de cette œuvre de Flodoard. Mais c'est un lieu tout à fait exceptionnel parce qu'il se trouve dans une position centrale dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. En effet, Reims, à l'époque mérovingienne, était, disons, en gros, presque toujours rattaché à l'Austrasie, c'est-à-dire au royaume de l'Est. Et puis, avec l'Empire carolingien, Reims s'est trouvé vraiment au centre de l'Empire. Cet empire, en 843, est partagé, c'est le fameux partage de Verdun, et Reims se trouve à ce moment-là devenir un évêché frontière de la Francie occidentale, c'est-à-dire orienté vers l'Est, mais situé à l'intérieur du royaume de l'Ouest. Et toujours cette
archevêché de Reims et l'archevêque de Reims a conservé, j'allais dire, je l'écris plusieurs fois dans mon livre, une vocation impériale, c'est-à-dire une vocation finalement européenne sur l'ensemble de l'Europe de cette époque-là. Pour donner un petit peu une idée de l'étendue de ce qui est, nous reviendrons sur ce problème très important, un archiépiscopat, l'évêque de Reims va devenir un archevêque, et il l'est au temps de Flodoard, et il a donc sous son autorité, nous verrons laquelle, des évêques que l'on appelle ses suffragants. Et voici les évêques suffragants dont, me semble-t-il, l'évêché garde beaucoup des anciennes circonscriptions romaines, des pagis. Il y a donc Chalon-sur-Marne, Soissons, Laon, Senlis, Beauvais, Noyon, Amiens, Thérouanne, Arras, Cambrai et Tournai. Même en se fondant sur la géographie actuelle, on peut déjà voir la place tout à fait stratégique que Reims occupe entre l'Europe germanique et ce qui sera l'Europe française. Et maintenant, Flodoard, qui c'est? Alors Flodoard, d'abord, est un chanoine. Ces chanoines que l'historiographie n'a pas tellement bien traités, parce que les chanoines sont peu souvent envisagés dans leurs fonctions propres. On envisage le clergé, les évêques, on envisage les moines, et les chanoines, on ne sait pas très bien ce que c'est. Eh bien, les chanoines ont sans doute joué un rôle beaucoup plus important que ne le représente l'historiographie traditionnellement. Et c'est un chanoine, donc, qui se trouve auprès de l'évêque de Reims, et qui est resté toujours auprès des évêques de Reims, qui n'a pas fait carrière. On aurait pu penser qu'un personnage de cette envergure aurait pu devenir évêque. Il ne l'est pas devenu. C'est une des questions qu'on peut se poser à son sujet. D'ailleurs, à certaines époques, les historiens peu scrupuleux en ont fait un évêque. Mais il n'a jamais été. Il est d'origine d'une famille de milites, c'est-à-dire une famille, disons, de la moyenne aristocratie. Il n'est pas originaire d'une très grande famille. Il a fait des études à Reims, où les écoles avaient été restaurées à la fin du Xe siècle, peu après sa naissance. Il est né vraisemblablement en 893, peut-être à Épernay, et vers cette date, l'archevêque Foulques a fait restaurer les écoles par des savants, par des clercs venus d'Auxerre qui ont restauré les écoles de Reims. Il a étudié, et dans ses études, on sent que ses études ont été solides. Elles sont fondées à la fois, bien sûr, sur les sciences religieuses, mais aussi sur une certaine connaissance des auteurs classiques. Nous en aurons des exemples au cours de cette émission. Est-ce qu'il s'est beaucoup déplacé? Il a beaucoup voyagé? Alors, il a voyagé, il est allé dans les grands centres de la chrétienté, il est allé à Rome, il est allé à Aix-la-Chapelle, il est allé à Tours, il est allé à Ingelheim, au centre de l'Empire, mais ça n'est pas un grand voyageur. On connaît il y va le plus souvent parce qu'il y a un concile, un synode. Voilà, où il est chargé d'une mission auprès de l'empereur. Donc, il est allé à Rome aussi pour s'informer. Et il a rapporté de Rome des épitaphes de papes dont il se sert dans son œuvre. Oui, sur le fait qu'il n'est pas devenu évêque, on peut rêver. Je crois que si vous n'avez pas de réponse précise à cette question, qui en aura. Mais on peut sans doute penser que sa passion, justement pour l'étude, les archives, lui faisait préférer ce type d'existence. D'autre part aussi, ce qui apparaîtra peut-être dans cette histoire si compliquée, ecclésiastique et politique, comme une sorte de prudence, le laissera, bien qu'il sache tout et qu'il nous en donne beaucoup dans son histoire, en marge de ces problèmes dont on verra que les engagements ne sont pas sans risque. Alain Bourreau. Oui, il faut signaler que, comme le fait Michel Sceaux, que l'importance de ce statut de chanoine par rapport à un ensemble culturel et spirituel important qui est le monachisme. Il n'est, contrairement à ce qu'on a cru ou dit pendant longtemps, donc il n'est pas moine, notre Flodoard. Le livre marque bien la fermeté de Flodoard par rapport à l'ordre, la place que doivent conserver les moines, qui est une place importante, mais subordonnée
à l'évêque. Et c'est par exemple, dans la narration de Flodoard, c'est Saint Rémy qui fonde le monachisme, mais à son initiative et sous son contrôle. Et il y a une insistance constante dans cette histoire sur ce rôle important, mais subordonné institutionnellement. Et cette insistance vient tout simplement du fait que dès le départ, les moines ont essayé d'être indépendants et d'échapper aux évêques, et tous les conciles mérovingiens insistent sans arrêt sur le fait que les abbés des monastères doivent être sous l'autorité de l'évêque. Or, en même temps, il y avait une tendance en sens inverse. C'est donc un combat continuel qui a traversé tout le haut Moyen-Âge. Alors, sur cette question, nous avons un excellent exemple de la méthode de Flodoard, qui n'invoque pas les conciles mérovingiens, qui n'invoque pas les conciles, mais qui écrit une histoire dans laquelle, comme vient de le rappeler Alain Bourreau, eh bien, Saint Remy est le fondateur du premier monastère, celui de Saint-Thierry, et tous les monastères seront constamment des fondations, dans l'histoire écrite par Flodoard, seront toujours des fondations des archevêques, fondées sous l'autorité des archevêques, avec une volonté de bien marquer ainsi, dès les origines, la soumission des moines aux archevêques. Alors que dans la réalité, ce sont très souvent des ermites qui s'implantent tout seuls quelque part dans le diocèse de Reims et qui finissent au bout d'un certain temps par être récupérés par l'archevêque. Là, nous voyons des manipulations de l'histoire qui sont un des fondements, je dirais presque, de l'histoire. Est-ce que cette attitude à l'égard du moine, et est-ce que la façon de vivre sa position de chanoine correspondent aux décisions qui ont été prises en 816 dans le concile d'Aix-la-Chapelle sous Louis le Pieux, qui a été une grande réorganisation, ou en tout cas une affirmation des structures de l'Église, aussi bien du point de vue monastique, avec la diffusion de la règle de Saint-Benoît, que du point de vue canonial, où ce qui était apparu depuis le 8e siècle a reçu là, si je ne m'abuse, une armature solide. Michel Rouche. Moi, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, Flodoard cherche à vieillir le plus possible l'institution des chanoines, puisqu'il place sous Saint Rigobert, c'est-à-dire au début du 8e siècle, l'existence d'une communauté de chanoines à Reims. Or, la création officielle, c'est d'une part Saint Croix-de-Gangue, 750, et à Metz, et ensuite le concile d'Aix de 816. Donc, où a-t-il tiré ce renseignement? C'est le seul cas de chanoines dont on parle au début du 8e siècle. Michel Saut, comme vous donnez des précisions, je crois, intéressantes, importantes même, mais qui ont en même temps un côté très concret qui sans doute intéressera nos auditeurs, je me permets de rappeler après vous que le chanoine, s'il doit avoir le même idéal de perfection évangélique que les moines, dans la vie, si je peux dire, a des libertés que les moines n'ont pas. Par exemple, il peut manger de la viande, il peut se vêtir de lin, il peut détenir en propre des biens, il peut percevoir des revenus ecclésiastiques et même posséder une maison individuelle. D'ailleurs, dans les restes de l'Europe médiévale, de Cracovie à Reims, nous voyons encore des maisons de chanoines. Et je voudrais ajouter que donc notre chanoine Flodoard remplit une fonction bien particulière dans l'église de Reims, qui est la fonction d'archiviste, ce qu'il met en très bonne position, évidemment, pour écrire l'histoire de son église. Et alors, si nous suivons l'œuvre de ce personnage, nous nous apercevons qu'il a essentiellement écrit 3 ouvrages. Un premier ouvrage de 919 à 966, qui sont ses annales. C'est-à-dire que, année par année, il a noté ce qui se passait. Alors, nous avons là un document essentiel pour les historiens, mais j'allais dire qui est à peine un ouvrage d'histoire, qui est en fait un carnet de notes. Alors, cet ouvrage est essentiel, et c'est celui que l'on cite le plus souvent quand on parle de Flodoard. Et puis, nous avons, à la fin de sa carrière, en 848-852, cet ouvrage dont je parlais à l'instant et sur lequel j'ai écrit mon livre, qui est son histoire de l'Église. Et puis, enfin, il y a un ouvrage qui était l'ouvrage le plus important dans sa perspective à lui, et qui a fait sa réputation au Xe siècle, qui s'appelle Les Triomphes du Christ, et que nos manuels appellent généralement poèmes hagiographiques. Or, si l'on y regarde de près, ces poèmes hagiographiques ne sont pas agréables à lire. Il y a 20 000 vers, et des vers en latin, pas faciles. On s'aperçoit que c'est dans ces poèmes hagiographiques que l'on trouve la clé de l'œuvre de Flodoard. C'est là qu'il montre toute sa culture, et c'est là qu'il montre en particulier
qu'il connaît bien les auteurs de l'Antiquité chrétienne, qu'il connaît bien en particulier Eusèbe de Césarée, dans la traduction qu'en avait donnée Ruffin. Et surtout, les épopées chrétiennes d'Arator, diacre de Rome au Ve siècle, et David de Vienne. Il est donc dans une tradition d'épopée chrétienne très ancienne. Malheureusement, les deux textes en question ont disparu. Et le seul texte de ce type-là que nous ayons, c'est celui de Flodoard. Oui. C'est le témoin d'une tradition.